C'est vrai que plus d'argent, c'est plus d'emmerde. Bon, tu développes ta passion, ton projet, ton bébé, le projet d'une vie. Mais faut être prêt à pouvoir assurer. Bien sûr, quand ça marche pas, on se dit putain, j'aimerais tellement que ça marche. Mais quand ça marche, faut être prêt mentalement. Faut s'agripper. Et hello tout le monde, petite réaction sur l'interview du fondateur de Dofus. Cette vidéo, elle est juste incroyable. Je vous mets le lien dans la description. C'est une interview de 5 heures. Ici, je vais juste commenter un petit extrait, voilà, pendant 20-25 minutes. Mais juste incroyable. Je recommande vraiment cette chaîne YouTube avec de nombreuses interviews. Et également celle-ci, donc celle de Anthony Roux, le principal fondateur de Dofus. Let's go. Sur les premières années, comment est-ce que... Parce que là, tu me parlais un peu de sa partie support, mais sur la partie, le développement, donc là, on s'est allé très vite, donc très vite à 600 000 euros par mois. 2 millions au bout d'un an quasiment. Au bout de 6 mois, on faisait 600 000 euros par mois, un truc comme ça, et puis au bout de quelques mois après, on faisait 2 millions par mois. 2 millions. Incroyable. Hein. Ils ont bossé pendant pas mal de temps sur le jeu, mais lors du lancement, ce qu'il dit, au bout de 6 mois, ils tournaient déjà à 600 000 euros par mois. C'est incroyable. Par mois, c'est énorme. Bah ouais. C'est n'importe. Quand t'étais content de faire 15 000, puis d'un coup tu fais 2, ben tu sais plus où t'es. C'est la merde. Je pense que tu ouvres le compte en banque, t'as plus peur qu'autre chose parce que tu te dis, tu regardes derrière, tu vois qu'il n'y a pas non plus 20 000 personnes. Mais non, mais il y a tout qui devient trop sérieux. D'un coup, ça vient trop vite. C'est tout qui est trop sérieux d'un coup. Parce que t'as aussi la structure qui grossit dans le sens où tu recrutes, où t'es dans un cercle vicieux parce que du coup, il faut que t'aies une espèce de hotline, il faut que t'aies du support, il faut que tu répondes aux gens quand ils ont des problèmes sur le jeu, des problèmes techniques. Les problèmes techniques se multiplient parce que plus t'as de joueurs, plus t'as de problèmes techniques. Ouais. Faut travailler des nouveaux serveurs, faut que ça tienne les montants en charge de chaîne. Enfin, l'angoisse, quoi. Alors, effectivement. Tu m'étonnes que tu dormais pas. Mais non, là, c'est les périodes où j'étais en surexcitation, donc ça allait encore. Mais tu vois, quand t'as un serveur qui crache, tout le monde qui gueule au téléphone, puis que tu commences à avoir une communauté qui fait que je changeais un sort d'un personnage, je recevais 200 mails d'insultes. Tu vois, il y a un truc qui commence à se passer où tu dis, putain. Alors, t'es content, t'as de l'argent, on se le prenait pas en plus. Tu vois, c'est-à-dire qu'on C'est vrai que plus d'argent, c'est plus d'emmerde. Bon, tu développes ta passion, ton projet, ton bébé, le projet d'une vie. Mais faut être prêt à pouvoir assurer. Bien sûr, quand ça marche pas, on se dit putain, j'aimerais tellement que ça marche. Mais quand ça marche, faut être prêt mentalement, faut s'agripper parce que très très vite ça peut tomber en burn-out. Personnellement, je connais pas de projet à 600 000 euros par mois, mais je pense que je passerai par là parce qu'il suffit d'être au bon timing, sur la bonne opportunité, avec la bonne feature. Moi, je pars toujours du constat que même si tu as un outil qui tourne depuis 2-3 ans, une feature peut tout changer dans ton business, peut vraiment tout bouleverser. Il faut juste rester à l'affût, rester constant dans le développement si ici on parle de logiciel ou de jeu. Et une seule chose peut tout changer. Voilà, c'est pas parce que tu es fixé sur un business model, un marché, une audience type que c'est définitif. Non, le business, l'entrepreneuriat, c'est perpétuellement remettre tout en question. Et d'ailleurs, on pourra en entendre parler dans cette interview. On a fait que réinvestir. Et donc, tu fais ta boîte, elle... Au bout d'un an, vous avez combien d'employés de la sortie du jeu, en fait? Parce que là, vous êtes sorti 6 mois, 600 000, 1 an, 2 millions. Il y a combien de personnes dans la boîte pour gérer ça? Quand on est arrivé ici, on devait être en 2008. Et quand on est arrivé ici, on était 80, 90, je pense. Putain, ça c'est... Ouais, c'était en 2008, donc c'était 3-4 ans après la sortie du jeu. On est passé peut-être à 10-12, de 10-12 à 80-90 personnes. Je dans ces eaux-là, j'ai plus les chiffres exactement. Tu t'es occupé de quel recrutement, toi? Tu as géré des recrutements? Tous les graphistes. Après, c'est là que ça a été dur. C'est bizarre parce que je mets ça dans mes erreurs et en même temps, si je devais le refaire, je le referais. Donc c'est assez étrange comme truc, mais on a ouvert l'animation. On a lancé une maison d'édition. Et après, on a lancé une boîte d'anime. Et on a fait, on a vendu tout de suite 52 épisodes de 26 minutes à France Télévisions, alors qu'on n'avait jamais fait d'anime. T'imagines? Mais cinglé, quoi. Vous avez fait ça comment? Parce que vous êtes arrivé avec le jeu et que vous avez... Je suis arrivé avec une bible de l'univers. On a dit voilà ce qu'on veut faire et tout. Ah, super et tout, on prend, d'accord. Et moi, on m'a toujours dit, ouais, tu vois, les chaînes, il va falloir 6 mois, 1 an, 2 ans avant qu'ils signent. J'étais pépouse. Mais tu parles, ils ont signé en 15 jours. C'était pile poil le truc qu'il leur fallait au moment où il leur fallait. Et donc après, j'ai recruté. Il a fallu mettre un pipe. En fait, les gens qui sont dans le métier, ils savent ce que ça représente. C'est-à-dire qu'on faisait du site internet. Quand on a commencé à faire du jeu vidéo, en utilisant la technologie Flash qui nous servait à faire des sites, les gens du jeu ils nous ont dit, vous êtes des tocards, n'importe quoi, ça marchera jamais. Le truc qui cartonne. On se dit, on va faire de la bande dessinée. On arrive dans le milieu de la bande dessinée, il n'y a pas un éditeur, je présente nos projets, il n'y a pas un éditeur qui veut nous publier nos BD. Bah, c'est pas grave, qu'ils aillent se faire boire chez les Grecs. On monte notre maison d'édition. Même avec le succès que t'avais eu, ça t'a... Ils voulaient pas. Non, on s'est fait refuser, Donc, tant mieux, très bien. Le jeu, très bien. Heureusement qu'ils nous ont envoyé bouler. Sinon, en fait, on n'aurait pas construit ce qu'on a construit. L'édition, la même. On se met à cartonner en édition. On fait des super ventes. Et après, on se dit, mais en fait, ce qui est bon avec notre jeu en ligne, qui est typique, qui est vraiment orienté web, c'est d'avoir de la visibilité des endroits où on n'est pas. Donc, on veut de la télé, on veut les librairies, on veut être présent partout. Et après, moi, j'étais passionné par la BD, je l'ai dit, par le dessin animé.
Génération Club Dorothée, à fond. Ah, tu sais, parce que tu connais? Trop jeune. J'en ai entendu parler. T'en as entendu parler. J'ai regardé sur YouTube quelques-uns pour. C'est ton papa Ouais. qui. Ah, peut-être pas mon père. Tu sais que mon fils aîné, il a presque ton âge. Hein. Vous avez que 4 ans de différence. Hein. Ouais. Donc, mais là, c'est le niveau du dessus. C'est-à-dire que quand tu apprends sur le tas, sur l'anime, j'ai fait la sortie des écoles, en tout bien tout honneur, et j'ai pris que des jeunes. Et on a mis un pipe, ce qu'on appelle un pipe, une industrie, en place avec Flash, avec le logiciel qui nous permettait de faire du site internet et qui nous a permis de faire notre jeu. Pour les mecs, et avec ce truc-là, on a utilisé un logiciel qui est un peu quand même de bricoleur. Hein. On l'avait pris à l'époque parce que surtout aussi en grande partie c'était le moins cher. Et on a tout fait avec ça. Ce qui faisait moins ramer la machine aussi, je pense. Ouais, et c'était de la vectorisation en fait en termes de contrairement à Photoshop qui est du gros bitmap, c'était de la vecto, tu pouvais le redimensionner, t'avais du point, il y avait des trucs super intéressants techniquement à faire là-dessus. Et on a créé un pipe d'anime avec aussi pareil quand t'arrives là-dedans, les mecs ils disent mais qu'est-ce qu'ils font encore, comment ils sont tarés ou quoi. Ce qui t'empêchait de dormir, c'était la relation que tu as pu avoir, les émotions négatives qu'on projetait sur toi à ce moment-là. Du coup, c'est aussi à ce moment-là que tu décides de varier un peu les activités dans le Kama. Ah non, c'est pas ce moment que je décide, non. Non, j'ai toujours été un flippé en fait un peu. Ok. Et surtout une éponge. J'aime bien l'humain. Je sais pas comment le dire en fait. C'est aussi pour ça que j'aime bien écrire. Je projette moi, ma thérapie, ma psychanalyse, je la fais en écrivant des histoires. Mais quand quelqu'un a un problème, je me sens vite concerné en fait. Je suis assez, tu vois, j'essaye de, voilà. Je sais pas quoi c'est dû. Et du coup, longtemps, certains en ont profité un petit peu sans s'en rendre compte. Mais quand t'as l'habitude de donner l'épaule, en face, les gens ils prennent l'habitude de la prendre, tu vois. Ça, c'est une très très bonne expression qui est malheureusement, dans la vraie vie, qui est malheureusement le cas. Hein. Tu peux aider une fois et après les gens prennent l'habitude que tu aides. C'est dommage pour avoir vécu ça de nombreuses fois, mais c'est une réalité. Tu donnes l'épaule et les gens prennent l'habitude de la prendre. Très bonne expression. Pour des conneries. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y en a qui abusaient vraiment, quoi. Qui abusaient vraiment du truc. C'est ça. Les gens, de manière générale, c'est comme les enfants. Ils vont te tester. S'ils voient que ça passe une fois, ils vont te tester une deuxième fois, une troisième fois. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser l'expression prise de confiance. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura tout simplement une prise de confiance qui va oublier que, par exemple, dans le milieu professionnel, que t'es son supérieur, il va manquer souvent à ses responsabilités. Ils vont adopter une attitude et un langage qui ne correspond pas forcément au milieu professionnel. Et c'est vrai que des fois, il est nécessaire de mettre de la distance pour éviter cette prise de confiance-là et garder plus ou moins ce rapport hiérarchique. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'ai essayé de me protéger. Parce que j'ai en même temps cette image de mec assez dur. De toute façon, quand t'es patron, c'est difficile de pas l'avoir. Je pense que j'ai un gabarit qui aussi peut impressionner les gens. C'est très grand, ouais. Et du coup, C'est entre deux monstres, là, à chaque fois. Du coup, ça doit jouer. Dans ma tête, j'ai beau toujours rester un peu jeune, un peu con. Forcément, quand les gens ne te connaissent pas, ils arrivent. Il y a un truc qui se passait. Moi, j'ai essayé ces dernières, depuis plusieurs années, j'ai créé une distance, en fait. Parce qu'avant, j'étais peut-être trop proche des gens. Je faisais la fête avec eux, je sortais avec eux, tu vois. Et ça met pas dans un beau contexte, en fait, parce qu'au fond, c'est ça, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a monté la boîte avec des copains. Et on a toujours eu une ambiance un peu copain. Faire les cons ensemble, partir en vacances ensemble. Tu vois? Être toujours dans le délire, en fait. Et puis, à un moment, ça tourne. Et puis, t'as plus de monde. Tu peux pas être comme ça avec tout le monde. Donc, on te dit, t'as des chouchous. Ah, c'est bizarre. C'est eux qui évoluent plus vite. C'est eux qui sont mieux payés. C'est eux qui La plupart du temps, c'est faux. Mais des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai que, tu vois, t'as des gens, parce que c'était proche, ils ont pu évoluer plus vite que d'autres. Et donc, pour me protéger de tous ces trucs-là, de tous ces reproches qu'on pourrait faire, et même, en fait, d'essayer aussi de pas créer justement cette différence entre les salariés, je me suis pas mal retiré. Et depuis 4 ans, 5 ans, depuis l'arrivée de mes 2 derniers petits, je me suis vachement replié sur la famille. Je suis peut-être moins convivial, mais plus juste, j'ai l'impression. C'est très très intéressant ce qu'il dit, et je pense que quand tu grossis rapidement, comme il expliquait, de 10 collaborateurs à 100 collaborateurs, je pense que tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer d'un environnement familial à un environnement beaucoup plus professionnel, beaucoup plus distant, beaucoup plus hiérarchique, parce que ça marche pas que quand c'est la famille. Regardez, rien que travailler en famille, il y a toujours des conflits. Donc imaginez qu'on ne soit pas de la même famille et qu'on met un environnement familial dans une boîte avec des dizaines et des dizaines d'effectifs. C'est pas viable sur le long terme, et généralement, même si ça se passe bien avec la majorité des personnes, il y aura toujours des loups dans la bergerie qui pourront, c'est une réalité, qui pourront justement influencer le groupe, qui pourront amener du négatif sur le groupe. Il se peut que 90% de vos collaborateurs s'entendent bien et 10% s'entendent pas. Et ça peut être aussi une grosse cause de problème. Donc effectivement, si tout le monde vient juste au final faire son job, exercer sa profession, ramener de la compétence et de la valeur, ça fait tourner l'entreprise. Parce que quand tu as un projet qui tourne, ça tourne, il n'y a pas de problème. Mais très souvent, ce qui est lié à la faillite d'une boîte, c'est des problèmes entre collaborateurs et des problèmes entre associés. C'est une réalité. C'est beaucoup plus présent que juste un problème dans le business model ou le Covid ou autre. Voilà, des conflits entre associés, entre collaborateurs, c'est ça qui a déjà fait cramer beaucoup de boîtes. Ce que je fais avec tout le monde. Je sais pas s'ils s'en rendent compte en interne. Mais en tout cas, moi, j'ai fait ce truc-là aussi. D'être plus juste avec tout le monde, en fait. Maintenant,
Ouais, sans pour autant, en fait, de vraiment créer une relation de boîte un peu plus sérieuse, qui se prend un peu plus au sérieux. Non, on reste cool. Mais après, ça me permet aussi de me protéger, de moins écouter les problèmes des gens. Ok. Tu vois, c'est Ouais, écouter les problèmes des gens aussi, c'est un gros, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. maintenant, c'est ok, on a tous nos problèmes, débrouillez-vous. Quand il y a vraiment un truc grave, en fait, on a les personnes des ressources humaines qui sont à l'écoute, qui trouvent des solutions. Parce qu'on soutient les gens même en dehors de la boîte, tu vois. Mais moi, je me préserve de tout ça. Ça a été quoi pour toi sur les débuts de la boîte et même sur ta vie aujourd'hui que tu as pu dédier à une partie de ta vie que tu as pu dédier à Ankama, les plus grosses erreurs que tu as pu faire selon toi, que ce soit au début ou aujourd'hui? Je pense que je mets trop d'émotions dans tout ce que je fais. Et ça, je prends les choses à chaque fois personnellement. Dans les projets, dans les reproches, quand j'ai quelqu'un qui attaque Ankama, par exemple, j'ai l'impression qu'on m'attaque moi, tu vois. Des trucs cons, hein. Et ça, c'est débile. Je mets trop d'émotions dans tout ce que je fais. Ça, c'est une erreur, tu vois. Et en même temps, c'est ce qui fait que j'en suis là. Parce que je suis à fond tout le temps. Mais je suis un émotionnel. Et voilà, ça n'a pas que des bons côtés, hein. Ça a les défauts, ses qualités. Ça, je pense que c'est mon plus gros défaut et c'est mes plus grosses erreurs. C'est dur à vivre, mais au final, c'est ça qui a fait percer Dofus et Ankama. Sans avoir ce tempérament-là de ne pas prendre personnellement, bah, je pense que ce serait pas aller aussi loin et aussi rapide qu'une personne qui serait, voilà, plus détachée du projet, qui ferait ses 40 heures, 50 heures par semaine et qui en demanderait pas plus et qui prendrait pas plus à cœur toutes les critiques négatives de la communauté. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, il y a toujours le revers de la médaille, mais c'est ça qui permet d'avancer et de se dire, bah voilà, là, je vais pas dormir et je vais corriger ce bug-là, je vais améliorer cette fonctionnalité. Tu peux pas avoir une hygiène de vie nickel, dormir nickel, ne pas avoir de problème d'émotion si tu portes des projets comme ça, des millions et des millions d'euros. Tu le vis, le projet, ça fait partie de toi, c'est une partie intégrante. C'est pas bon au moment d'avoir fait des choix sous le coup de l'émotion. Maintenant, j'ai pas vraiment d'exemple en tête parce que si tu veux, j'ai pas de regrets en fait, je vis pas avec les regrets. Je pense que tout ce que j'ai fait en fait, j'ai fait plus de bêtises que de bons trucs. Et je pense que les bêtises, les erreurs, ça m'a plus construit que les réussites. Et donc je vis pas dans le regret. Mais après, les grosses erreurs, plein de petites, une grosse. En tout cas, il n'y a pas un truc énorme là que je pourrais te citer. Peut-être qu'on pourrait me dire, le jour où t'as fait, ah ouais, bon, peut-être là j'ai fait une connerie, tu vois. Mais je m'en souviens pas, tu vois, j'ai rien en tête. Je me sens assez bien dans mes baskets. En fait. Même si de temps en temps on essaie de me faire porter des trucs, ou me faire dire des trucs. Ça peut être des échecs aussi que tu as pu subir. J'en ai subi plein des échecs. Mais je regrette pas. C'est marrant parce qu'en fait, quand tu te plantes sur un truc, par exemple, ce qui est hyper dur à vivre pour moi, c'est que je suis à la fois le créatif de la boîte et le patron, on va dire. Et ce qui est difficile, c'est de prendre des directions, d'être entouré, pas forcément de gens qui amènent des nouveaux projets. C'est vrai que j'amène beaucoup des nouveaux projets. Quand ça marche, en fait, tout le monde est derrière toi. Et quand ça plante, c'est ma nouvelle lubie. Il m'avait prévenu. Et on m'avait dit. Et ça, tu vois. Et par exemple, et ça, je l'ai vraiment vécu avec le film Dofus, par exemple, qu'on a sorti en 2016. Énormément de travail. Énormément de travail. Gros échec. On fait 90 000 entrées. C'est un objectif de combien? Au minimum, on espérait 500 000. Mon rêve, c'était un petit million, tu vois. Pour te donner une idée, quoi. À 500 000, j'aurais été déçu. À 90 000, ça donne une idée. Mais toute la boîte était déprimée de l'échec du truc. Même la communauté, elle s'y mettait. Ça, c'est un truc qui a toujours été assez étrange. C'est que l'état d'esprit qu'il y a dans la société, sur les 240 personnes qui sont en interne, il se reflète aussi beaucoup en fait sur notre communauté. C'est-à-dire quand on est en phase, on se sent bien dans la boîte, bizarrement notre communauté elle se sent bien. Quand il y a des trucs qui vont pas, des peurs, des trucs, des machins par rapport à des projets qui marchent pas, des choses comme ça se ressent sur notre communauté. Et à cette époque-là, sur la sortie de Dofus, j'en ai pris plein la tête. Ouais, il voulait faire son film, sa dernière lubie, que ce soit en interne comme en externe. Les joueurs ils disaient, mais cet argent ils auraient dû le mettre dans le jeu. Mais qu'est-ce qu'il fait toi, tu fais que de la merde. Enfin, tu vois, pourquoi il fait de l'animation? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu vois, des trucs comme ça. Et puis, à côté de ça, quand il y a un truc qui marche, c'est le succès de tout le monde. Et c'est vrai que c'est le succès de tout le monde. Mais quand c'est le succès de tout le monde, ça doit être aussi l'échec de tout le monde. Et bon. Ça, c'est une réalité. Hein. On va terminer sur ça. Je vous mettrai le lien de l'interview complète dans la description. Souvent, c'est ça. On est dans le même bateau. Bon, pas forcément communauté, mais surtout équipe. Quand ça marche, c'est le succès de l'équipe, tout le monde est mérité. Par contre, quand ça marche pas, effectivement, très souvent, c'est la responsabilité des associés, du patron, des patrons. Et c'est sûr que les collaborateurs peuvent vite se déresponsabiliser rapidement. Et justement, c'est pas le but d'un salarié d'avoir la responsabilité du succès ou de l'échec. Mais c'est préférable, effectivement, c'est la responsabilité de tout le monde. Dans une vraie boîte, en tout cas comme la leur, c'est une responsabilité de tout le monde. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vite me gaver, en fait, que ça dépende des autres. Donc d'ailleurs, c'est pour ça, ce que je dis dans une récente interview, c'est que je retourne plus ou moins en solopreneur parce que je suis le seul garant plus ou moins de mon échec ou de ma réussite. Donc, si je fais des millions, c'est grâce à moi. Si je rate, c'est à cause de moi.
Voilà, je peux pas me dire, mais en fait, c'est à cause de ça, ça a mal été exécuté. Pourtant, je l'ai déjà expliqué 4 fois, etc., etc. Ça, j'ai déjà perdu trop de temps à faire ça. Donc là, le meilleur raccourci au final, c'est de bosser avec une structure que j'ai pensée, avec des gens qui sont beaucoup plus responsabilisés, des gens qui sont également intéressés au projet, donc via des systèmes de commission et de pourcentage. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Et effectivement, quand ça marche pas, c'est l'échec de tout le monde. Ce qu'il faut garder en tête, c'est quand ça marche, comme il l'a très bien dit, j'aurais pas dit mieux, c'est que succès de tout le monde, évidemment, tout le monde a y contribué, en tout cas toutes les personnes qui ont bossé sur ce projet-là, mais quand ça marche pas, faut aussi se remettre en question. Donc voilà, petite vidéo assez rapide, franchement, interview, je vous recommande à fond, donc à très très vite tout le monde, ciao.